Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux en ces moments devant vos postes récepteurs téléviseurs. En tout cas, nous sommes très ravis parce que vous allez suivre ce soir le tout premier numéro du magazine de la rédaction des Raga, un magazine intitulé Actualité à la Une. Actualité à la Une, c'est un magazine auquel il faudra vous habituer parce qu'il vous permettra de comprendre ce qui se passe exactement dans notre pays. Et ça sera un magazine hebdomadaire que vous suivrez aussi bien sur les antennes de Raga, mais aussi sur les antennes des Raga Plus. Et pour ce numéro 00, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau son Excellence, Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication nationale, mais aussi porte-parole du gouvernement, son Excellence Toussaint Tshilombo. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Nous avons également sur ce plateau un confrère que vous connaissez. Il est directeur à 3 à Télé Sud, à Paris. Il s'appelle Jean-Marie Kassamba. Bonsoir, confrère. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur ce plateau des Raga. Alors, nous allons vous parler de l'actualité. L'actualité, vous le savez, elle reste dominée d'abord par le séminaire qui se tient au niveau du Palais de la Nation. Tous nos ministres sont à l'école. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils apprennent là-bas. Et nous allons parler des événements malheureux du 22-23 mars 2007 ici à Kinshasa. Nous évoquerons les dossiers Kaimba, nous évoquerons la réaction des diplomates et bien d'autres sous-thèmes pour que nous puissions ensemble comprendre exactement ce qui se passe dans notre pays. Excellence, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire, votre séminaire la porte sur quoi? Pourquoi vous devez encore entrer sur le banc de l'école? Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs des Raga, partout où ils nous suivent. Mais j'aimerais tout de suite apporter un petit correctif. Nous ne sommes pas au Palais de la Nation, mais nous sommes à la Cité de l'Union africaine, donc à l'OIA. C'est là où, depuis hier, on a commencé ce séminaire gouvernemental. Donc, il était prévu dans le compte rendu de la réunion, la toute première réunion du Conseil des ministres du 10 mars dernier, où il était envisagé que le gouvernement allait avoir un séminaire. C'était pour harmoniser certaines vues et puis avoir la feuille de route du gouvernement. Donc, il ne faudrait pas que le gouvernement de la République aille de manière désordonnée, parce que c'est un gouvernement qui doit s'attendre que la population attend beaucoup de lui. Et c'est un gouvernement responsable, raison pour laquelle nous respectons un principe qui se résume en 3 R. La responsabilité, la respectabilité et la redevabilité au peuple congolais qui a placé sa confiance au président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a placé sa confiance à l'Assemblée nationale, d'où nous sommes l'émanation, parce que nous sommes un gouvernement légitime. Donc le peuple nous a confié un mandat et nous devons faire de sorte à ce que ce peuple soit satisfait par le travail que nous allons faire. Donc nous sommes au service d'une population, raison pour laquelle nous sommes dans un séminaire de 3 jours et à l'issue de ce séminaire, vous saurez les grandes orientations que nous sommes en train de prendre pour comment faire pour notre population. Oui, Excellence, est-ce que 3 jours c'est suffisant pour que vous puissiez décortiquer les contenus de ces 3 R? Vous savez, 3 jours, ce n'est pas suffisant, mais chaque jour qui passe, nous sommes en train de faire quelque chose pour notre population. Mais il a fallu qu'on puisse se retrouver, on puisse un peu se retirer pendant un certain moment pour qu'on réfléchisse ensemble. Vous savez, mettre tout autour d'une même table 60 personnes pendant 3 jours, il y a des idées qui jaillissent. Nous avons un programme de gouvernement que nous devons suivre. Nous avons un partenariat avec nos amis étrangers qui veulent à ce que le Congo puisse avancer. Nous devons reconstruire ce pays. Nous devons faire à ce que le Congo devienne un pays prospère. Nous devons remettre les Congolais au travail. Il faudrait qu'on puisse assurer l'avenir de nos enfants. Donc tout ceci demande à ce qu'on prenne un temps de réflexion, de telle sorte à ce que le Congolais puisse recevoir ce que lui attend de nous. Oui, Monsieur Jean-Marie Kassamba, comment vous voyez, quelle lecture faites-vous de ces séminaires du gouvernement? Moi, je pense que c'est une bonne chose que le Premier ministre et le Président de la République aient initié ce type de manifestation, parce qu'il fallait d'abord initier ces ministres aux techniques de gouvernance aussi, qu'il y ait une certaine synergie, qu'il y ait une certaine convergence de vues. Parce que si on se rappelle de la manière dont ce pays a été gouverné depuis bien longtemps, on formait les gouvernements avec des gens qui venaient un peu de partout, certaines personnes qui accédaient pour la première fois aux responsabilités de l'État, qui ne connaissaient pas les mécanismes
du fonctionnement d'un État, et puis qui découvrait tout sur l'État. Sur l'État, et tout ceci faisait perdre du temps. Voyez-vous, quand on se rappelle le point de presse du chef de l'État, on va peut-être y revenir tout à l'heure, on lui a demandé pendant 100 jours, qu'est-ce que vous avez fait pendant 100 jours de votre mandat? Et alors, il a dit, 100 jours c'est beaucoup et c'est peu en même temps. Il fallait d'abord asseoir les institutions, l'Assemblée nationale, maintenant le gouvernement, il va y affûter toutes les armes avant d'aller au combat. Mais oui, parce que gouverner, c'est pas facile. Oui. Dans tous les pays du monde, on doit toujours... Ça se passe comme ça. Oui, mettre de l'eau à la bouche, comme on dit. Voilà. Et tous ces messieurs et ces dames devraient être en quelque sorte baptisés. C'est la période de baptême, d'initiation. Voilà. Excellence, c'est un honneur vraiment pour nous de vous recevoir dans ce numéro 00. Merci. Il y a quelque chose qui fait trembler tous les médias aujourd'hui. C'est vous avez lâché un mot dans le compte rendu des conseils de gouvernement. Vous aviez dit que vous allez procéder à un assainissement du secteur médiatique en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Excellence? Ok, merci beaucoup. Vous savez, je venais de dire tout à l'heure que le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est un gouvernement responsable. Il a reçu les quitus de l'Assemblée nationale le jour de son investiture. Et en ce qui concerne un domaine précis de la famille communicationnelle, puisque cette famille, il faut savoir qu'elle joue un rôle considérable. Oui. Elle a accompagné tout le processus électoral, elle a accompagné la transition, et voilà que nous avons atterri, après ces élections, nous avons des institutions légitimes. Mais il se dégage un constat malheureux. Ce constat, c'est lequel? Il y a une prolifération dans l'espace médiatique qui fait qu'il faut remettre de l'ordre. Nous sommes l'un des rares pays au monde à avoir, si je prends uniquement dans la sphère audiovisuelle, plus de 40 chaînes en clair. Et on ne sent pas vraiment la différence de ces différentes chaînes de télévision. Et qu'est-ce qu'on nous offre comme plat? Parce qu'il faut savoir qu'un programme de télévision... Le menu n'est pas toujours intéressant, n'est pas toujours succulent. Et voilà, c'est que le programme aujourd'hui doit être destiné à un public qui les consomme, qui le savoure. Mais ce que nous avons aujourd'hui, nous avons de la publicité du matin au soir, nous avons la musique du matin au soir, nous avons la prière du matin au soir, et finalement, on ne se retrouve plus. D'où il faudra que nous revenons à ce qu'on appelle les prestiges du journaliste. Déjà, je me pose la question, qu'est-ce qu'on entend par journaliste qui n'est pas journaliste? Parce que nous sommes dans une jeune démocratie, il ne faut pas confondre la liberté d'expression et un libertinage d'expression. Ce qui explique qu'il faudra que nous puissions avoir une presse de qualité et non une presse de quantité. Il faudra que nous soyons concurrentiels par rapport à d'autres États qui ont bâti une démocratie et qui font que les hommes et les femmes des médias aient un emploi stable. Je me pose la question sur ce qu'on appelle aujourd'hui les entreprises de presse. Comment est-ce que les hommes et les femmes des médias évoluent dedans? Est-ce qu'il y a des conventions collectives? Est-ce qu'il y a un contrat de travail? Est-ce que l'outil et les cadres de travail répondent aux normes? Est-ce que ces entreprises sont conformes par rapport à la législation? Est-ce qu'elles ont reçu toutes les autorisations nécessaires? Est-ce qu'elles ont déclaré leur fiscalité à la DGI? Est-ce que les inspecteurs du travail sont passés pour voir et vérifier qu'effectivement il y a des contrats de travail? Donc je cherche d'abord à protéger l'homme et la femme des médias. Mais à vous entendre parler, Excellence, vous allez frapper très fort, vous allez fermer certaines chaînes, parce que c'est une rumeur déjà qui circule dans la ville, selon laquelle vous allez fermer une bonne partie de toutes ces chaînes-là, et qu'il ne restera que 5 chaînes, par exemple. Écoutez, je pense qu'il n'est pas seulement question de fermer, il est question de mettre de l'ordre dans la maison. Parce que il faudra que je puisse renforcer les structures telles que l'OMEC. Il faudra que je puisse renforcer une structure telle que l'UNPC. Parce que ce sont ces deux structures qui sont pour moi des structures pivots sur lesquelles le ministre des tutelles que je suis, je vais m'appuyer. Parce que lorsque l'UNPC va délivrer une carte de presse, il faudra que la personne qui va bénéficier de cette carte puisse répondre à ce binôme de la déontologie et de l'éthique.
Aujourd'hui, un journaliste ne doit pas être un fanatique. Un journaliste, c'est celui qui va à la source de l'information, parce qu'au moment où il livre une information, elle soit potable, elle soit consommable auprès du public qui est en train de suivre. Oui. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Il ne faut pas non plus oublier que la presse a une triple mission. Oui. Il y a celle d'informer, de former et de divertir. Mais on a tendance aujourd'hui qu'on divertit beaucoup plus que d'éduquer. Parce que la famille communicationnelle dans laquelle nous faisons partie, nous tous, nous nous inscrivons dans l'un des chantiers du chef de l'État qui est l'éducation. Oui. Nous devons éduquer. Qu'est-ce que nous éduquons aujourd'hui à nos jeunes? Qu'est-ce que nous allons léguer à ces enfants? Donc voilà la responsabilité. Vous avez dit pain sur la planche, monsieur le ministre. Alors Jean-Marie Kassamba, est-ce qu'il faut-il vraiment assainir l'environnement médiatique en République démocratique du Congo et en ces moments? Moi, je pense que ça fait partie des thèmes que j'ai pu développer il y a quelques années. La République démocratique du Congo traverse une situation ou une période assez difficile. Il faut se rappeler que tout pays à travers le monde se développe avec une certaine discipline, une certaine cohérence. Et le secteur médiatique est le plus sensible de toute la vie d'une nation. Vous prenez des grandes nations, des grandes démocraties, comme on l'a dit, les États-Unis, la France, le Japon, la Chine, si vous voulez aujourd'hui, le Brésil. Eh bien, dans ce pays, l'environnement médiatique est organisé, formalisé, de sorte que ce que l'on voit à la télévision traduit... Qu'est-ce que vous reprochez aux médias congolais en tant que professionnels? Nous sommes tous du même secteur, très cher confrère. Nous sommes tous du même secteur. Mais la difficulté est qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire la différence entre les torchons et la serviette. On ne sait plus faire la différence entre celui qui veut être journaliste ou celui qui admire être journaliste, ou celui qui veut pratiquer dans ce secteur. Ne devienne pas soldat qui veut, ne devienne pas charpentier qui veut. Il faut à un certain moment se calmer. L'effervescence des années 90, démocratisation, accès aux médias, etc., tout ceci se calme un tout petit peu. Parce qu'on ne peut pas développer un pays avec une espèce de jungle installée. Les professionnels se sentent frustrés parce que le cadre n'est pas formalisé. Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Le ministre l'a dit. C'est une espèce de foisonnement incontrôlé. C'est une espèce de méli-mélo où on ne sait pas qui fait quoi et comment. Or, qu'est-ce qu'on a toujours souhaité faire dans ce pays? Et moi, en particulier, évoluant à l'étranger, j'ai regardé un peu ce pays de loin. À un moment donné, j'ai eu peur. Je me dis, mais où va notre République, notre jeune République? 40 ans, c'est pas beaucoup. Les journalistes se sont laissés aller, croyant que la liberté de presse signifierait une espèce de récréation ambiante. Bon, Excellence, Monsieur le Ministre, parce que vous avez déjà procédé à l'assainissement de l'environnement médiatique, il y a une opportunité qui vous a été offerte. Ce matin, vous avez été invité par l'OMEC. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement aux professionnels des médias? D'abord, il faudra que je puisse vous dire que je rends un hommage au président de l'OMEC qui a fait son mot d'introduction qui était un mot très responsable. Il a attiré l'attention de tout le monde, que ce soit les politiques, que ce soit les professionnels des médias. Il a ramené tout le monde à une responsabilité. Et il a dit que lorsque l'homme ou la femme de presse fait son travail, il doit le faire avec conscience. Il ne doit pas le faire avec parti pris, puisque l'homme ou la femme des médias doit être, comme ce qu'on dit, l'église au milieu du village. Donc, vous voyez, et il a demandé aussi que le pouvoir, donc l'État que j'ai représenté, puisque j'étais là, puisse garantir la liberté d'expression, puisse garantir la multiplicité d'expression. Et il a tout à fait raison. Et moi, en retour, j'ai apporté le message que je viens de dire ici, que je voudrais garantir à l'homme et à la femme de médias qu'ils puissent retrouver le prestige de sa profession. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce qu'on appelle les moutons noirs qui sont en train de salir la profession. Et en ce moment-là, vous savez, nous sommes des Africains, nous avons des traditions qu'il faut toujours respecter. On dit que lorsque vous épousez une femme qui a déjà des enfants,